Bonjour à toutes et à tous. Pour moi, c'est un vrai plaisir d'accueillir au C2N les deux journées qui ont été organisées pour célébrer en fait les 40 ans des boîtes quantiques, ainsi que la mémoire d'un de ses pionniers qui est Jean-Yves, et ça fait déjà un an qu'il nous a quittés. Sur les boîtes quantiques, je connais vraiment pas grand-chose, donc je pense que les journées, c'est l'occasion de découvrir davantage. Je suis là pour savoir plus sur les boîtes quantiques et comment l'appliquer dans mon domaine de recherche. Je suis venu aujourd'hui pour essayer de se souvenir de tout le travail qui a été effectué ces dernières années pour développer ces boîtes quantiques. Cette journée, c'est une façon pour moi d'en apprendre plus sur les briques élémentaires des nouvelles technologies qu'on développe. L'histoire des boîtes quantiques, ça remonte assez loin. Ça remonte au moment où, à partir de la mécanique quantique, on s'est demandé qu'est-ce qui se passe lorsqu'on prend des objets petits. L'épitaxie des couches contraintes, qui, à mon sens, est le passage obligé vers la réalisation des boîtes quantiques. Épitaxie, ça veut dire déposer. Donc, il s'agit de déposer une couche mince sur un substrat cristallin épais. Bon, les deux sont cristallins. Et taxie, ça veut dire qu'on essaye de faire ça de façon ordonnée. On est en 1994 et paraît donc cette publication marquante et pionnière pour l'époque, donc de Jean-Yves Marzin et collaborateurs. Si vous avez un électron dans le vide, c'est un peu comme une bille, vous pouvez la balancer à n'importe quelle vitesse. Un électron autour d'un atome, c'est très très différent, parce qu'il est coincé autour du noyau, il ne peut prendre que certaines valeurs bien définies de l'énergie. C'était une des premières conclusions des études de mécanique quantique, une des grandes premières réussites de la mécanique quantique. Quand les premières boîtes quantiques sont sorties, la motivation c'était de se dire qu'est-ce qui va se passer sur le comportement des spins d'électrons, de trous, d'excitons. À partir du moment où on ne va plus avoir de bande d'énergie, mais on va avoir des états discrets. Ça a été l'occasion aussi d'une rupture conceptuelle. Aussi, c'est cette manière de voir qu'on est capable de maîtriser les matériaux, capable d'en prendre le contrôle, et donc ça a été aussi une manière de penser différemment. C'est quelque chose d'extrêmement important, non seulement pour notre laboratoire, pour le C2N, mais aussi pour la communauté de la physique et de l'optique. Et cette histoire le montre, ça traverse les générations et c'est important, essentiel de le faire savoir. Donc ça, c'est une manip que j'ai faite avec Gilles Patriarche, et je crois que c'est ma plus belle journée de manip de ma vie de chercheur. Ce qui m'a frappé le plus, c'était cette magnifique image de microscopie électronique où on voit le nanophile pousser et on voit Jean-Christophe Armand arrêter la croissance, modifier les conditions de croissance et reprendre. Enfin, c'était une image magnifique. Comme ça a été mentionné, les boîtes quantiques, ça apporte plein de surprises. Cette journée de science, pour moi, c'est juste extraordinaire parce que j'ai l'impression de revenir à la maison et se rappeler de ses origines et en fait de la physique que j'adore, des semi-conducteurs, etc., avec des exposés absolument géniaux qu'on a eu toute la journée. C'est vraiment un cadeau génial. Donc merci beaucoup. Ça a vraiment été une source d'inspiration, ce papier fondateur sur les boîtes quantiques. Et je dirais que toute ma carrière, j'ai toujours eu en tête, et même encore aujourd'hui, quand je donne des cours en master, il y a toujours un mot sur ce papier. C'est un moment important à la fois de parler de science et puis de parler de la vie de la science et puis de parler de la vie scientifique de Jean-Yves et puis aussi toutes les relations qu'il a eues avec les personnes. Moi, Jean-Yves, c'est quelqu'un que j'ai connu quand j'étais en thèse, il y a plus de 25 ans maintenant, et quelqu'un qui a été très important pour beaucoup de monde. C'est en fait lui qui a accompagné un peu toute ma trajectoire au début de ma carrière, qui a été le directeur du labo où je suis restée pendant 15 ans et qui m'a accompagné, qui m'a soutenu et qui a non seulement scientifiquement mais humainement tracé tout le début de mon chemin scientifique au CNRS et dans ma carrière de chercheuse. Je souhaiterais que nous manifestions notre pensée à Jean-Yves avec une minute d'applaudissement. Petite boîte, faites-en le tiki-taki, petite boîte, toutes pareilles. Moi, le souvenir que j'ai de Jean-Yves, c'est que c'est un mec bien. Jean-Yves a joué un rôle absolument clé. Sans lui, on ne serait pas là aujourd'hui. Il a été en fait un mentor, un papa scientifique, un ami, un collègue, le chef. On le respectait beaucoup, on l'appelait Monsieur Marzin. C'était le chef qui parlait. Jean-Yves a toujours été porteur à un moment, grand défenseur ensuite du modèle C2N gagnant qui se doit pour perdurer. Ça nous concerne plus dans l'histoire du laboratoire. Je crois que l'avenir, il est là.
Il est dans le fait que nos deux communautés, chimistes et physiciens, se parlent, travaillent ensemble, et je pense qu'on pourra sortir de nos collaborations des boîtes quantiques avec des variétés de compositions chimiques bien plus riches que ce qu'on sait faire actuellement. Pour nous, jeunes chercheurs, c'est très intéressant de voir comment ça s'est passé, la découverte de ces boîtes quantiques. Ces 2 journées ont été vraiment une aubaine pour parler sur les débuts d'un papier qui a quasiment mon âge et qui a été vraiment une source d'inspiration pour moi et d'autres jeunes collègues. Donc on continue effectivement, même au bout de 40 ans, à l'aide de nouveaux outils, à avoir des nouvelles idées pour aller vers de nouveaux produits.